face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir au micro du podcast Chance Alexandre Dana, président et cofondateur de la société Live Mentor, qui accompagne les entrepreneurs à donner vie à leurs projets et à réussir à vivre de leur activité. Alexandre revient sur son parcours et nous raconte comment il a réussi à devenir cet entrepreneur à succès. Mais au-delà du succès, Alexandre témoigne aussi dans cet épisode de ses 2 burn-out qu'il a traversés en 10 ans et pourquoi le sujet de la santé mentale est fondamental aujourd'hui. Bonsoir Alexandre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité. On est en fin de journée, ça va peut-être se sentir dans mes réponses. J'ai des petits yeux, tout fatigué, le week-end fut long, mais on va y aller quand même. Bon, au top. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter qui tu es, si tu en as envie, à quoi ressemblait ton enfance et nous raconter ton parcours et comment tu es arrivé à devenir cet entrepreneur à succès que tu es aujourd'hui? Alors, on pourra peut-être s'interroger ensuite sur la définition de ce qu'est un succès. Tout à fait. Moi, je suis un enfant qui a été plongé dans les histoires. Donc, la première histoire fondatrice de ma vie, ça je l'ai compris récemment avec une thérapeute, c'est d'avoir dû inventer, dessiner dans ma tête, imaginer l'histoire de ma maman. Parce que moi, ma mère, je ne l'ai connue que dans un rôle de maman au foyer. Et avant, elle était artiste de cirque, elle était trapéziste. Ah oui. Elle était trapéziste volante, trapéziste aérienne, wow. Au cirque Grus, au cirque Bouglione, au cirque Zavata. Mais elle a arrêté cette activité peu avant d'être enceinte de moi. Et donc j'en ai évidemment beaucoup entendu parler parce qu'elle me partageait ce qui avait constitué 10 années, plus de 10 années de sa vie, mais je n'ai pas pu la voir sur scène, j'ai jamais vu ma mère sur un trapèze et on est assez rarement allés au cirque ensemble. Donc je pouvais voir des photos, je pouvais entendre des récits, mais au final c'était à moi dans ma tête d'imaginer le film, de d'écrire l'histoire. Et de la même manière, mon père, lui, m'a beaucoup raconté quand j'étais enfant l'histoire du départ d'Égypte, parce que ma famille paternelle vient d'Égypte et sont fait expulser par Nasser. Et donc j'ai été baigné dans le récit du départ avec les 8 valises qu'il fallait remplir, avec la 8e et dernière valise dans laquelle on a mis tout ce qui était un peu précieux et on avait demandé au douanier de pas l'ouvrir pour avoir quand même quelques possessions matérielles à l'arrivée en France. Et puis voilà, c'est arrivé en France dans un tout petit appartement à Asnières et un changement de cadre de vie et de moyens assez fort pour ma famille paternelle. Donc beaucoup d'histoires voilà durant mon enfance, et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'adore écrire des histoires, j'adore écouter des histoires, j'adore raconter des histoires. Je pense que ça explique pourquoi j'ai développé Live Mentor avec autant d'importance donnée au contenu. On a créé d'abord cette newsletter qui est devenue la newsletter de référence sur l'entrepreneuriat en France, et puis on a créé un magazine qui s'appelle Odyssée, qui est un magazine papier qu'on sort tous les 2 mois. Et puis moi-même, j'ai écrit et publié donc 2 bouquins, 2 livres dans l'écosystème Live Mentor. Ouais, les 2 livres qui sont, si je les cite, la méthode Live Mentor en 12 étapes et entreprendre et surtout être heureux, c'est ça hein? Voilà, donc le premier effectivement c'est la méthode Live Mentor que j'ai fait aux éditions Albin Michel. 12 étapes pour découvrir l'entrepreneuriat et passer de l'idée à un projet rentable. Donc c'est dans ce livre qu'on décortique, qu'on analyse la méthode qui compose nos formations, la méthode qui est utilisée par nos mentors durant l'accompagnement
des individus, des créateurs et des créatrices d'entreprises qui suivent une formation Live Mentor. Toutes nos formations ont lieu en ligne, mais toutes reposent sur l'accompagnement par un mentor. Et le deuxième livre, aux éditions Erol, j'ai voulu aborder le thème du burn-out chez les entrepreneurs en essayant de creuser les causes spécifiques du burn-out chez cette population-là, les entrepreneurs, en me disant que tout ce qui était écrit sur le burn-out collait en fait aux problématiques des salariés. Le manager toxique, l'organisation où tout le monde se sent un numéro parmi d'autres, où on a l'impression d'être déconnecté de la valeur créée, le manque de sens, le manque d'alignement, ce sont des causes de burn-out qui sont très valides chez les salariés. Elles sont un peu différentes chez les entrepreneurs, mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs ne font pas de burn-out pour le moins. Oui, d'ailleurs, tu dis cette phrase, il me semble que je te cite en disant ça, le développement d'un projet n'est efficace que s'il est aligné avec la personne qui le porte, ce qui est une conviction qu'on partage profondément chez Chance. Justement, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur tes convictions ou la pédagogie qui sous-tend le projet Live Mentor ? Alors, la pédagogie derrière Live Mentor, c'est qu'entreprendre est au fond un chemin vers soi, une manière de réaliser ce que Jung appelait le processus d'individuation, une manière de découvrir qui on est vraiment. C'est pour cela que l'acte d'entreprendre, c'est un acte qui fait peur, qui nous confronte à nos pires démons, et qui provoque certaines crises, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, l'anxiété récurrente. Mais au fond, si on réussit à regarder ces peurs-là, on voit que derrière, il y a un terrain d'épanouissement personnel qui est absolument incroyable. Et donc c'est pour ça que notre pédagogie ne repose pas sur un modèle unique de réussite, mais sur l'accompagnement de chaque créateur et chaque créatrice vers son modèle de réussite à lui ou à elle. Et ça, c'est vraiment notre pilier principal. Nous, on accompagne nos entrepreneurs pour que leur entreprise soit rentable, mais surtout pour que ces entreprises trouvent leur chemin de développement. Pour certains entrepreneurs, ça va être de rester seul, de travailler que 2 jours par semaine, de pouvoir piloter leur activité depuis n'importe où géographiquement. Et ça leur va très bien. Et c'est tout aussi légitime que une autre vision entrepreneuriale qui consisterait à vouloir ouvrir un lieu physique, recevoir du public, avoir 1, 2, 3 employés. Et là, je donne 2 exemples. En fait, je pourrais en donner autant que d'entrepreneurs que nous avons formés depuis 2016. Et toi, ton modèle, c'est quoi à toi, Alexandre, en tant qu'entrepreneur ? Moi, mon premier modèle, c'est une entreprise qui dure. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai compris après 10 ans à entreprendre. Moi, j'ai planté mes 2 premières boîtes. Le parcours de Live Mentor a été très difficile durant les premières années. C'est-à-dire 50 000 euros de chiffre d'affaires en 4 ans et demi, donc à peu près 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui évidemment permet difficilement de vivre et explique pourquoi je suis retourné habiter chez ma maman à 29 ans. Puisque je pouvais plus payer le loyer de chez moi. Et je pense que durant ce parcours, j'ai compris que ce qui comptait pour moi, c'était pas d'aller lever 500 millions d'euros ou d'introduire la boîte en bourse ou de la vendre à un prix très élevé. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, et ce dont je suis fier et ce que je veux conserver, c'est la durabilité de Live Mentor. C'est d'avoir une entreprise qui crée des programmes de qualité, qui soigne sa communauté, qui soigne sa réputation, et qui, je l'espère, pourra être là pendant encore plusieurs décennies ou plusieurs siècles. C'est pour ça que je suis très inspiré par les entreprises japonaises. Il y a une statistique qui est assez étonnante, c'est le taux d'entreprises millénaires, d'entreprises qui ont plus de 1000 ans. Eh bien, ce taux, il est très élevé au Japon. C'est le Japon qui possède le plus d'entreprises millénaires. D'accord. Et j'avais découvert ça via un article du New York Times durant le Covid, qui alertait les entreprises américaines en leur disant mais en fait attention, les niveaux de trésorerie des entreprises américaines sont très fragiles. Les entreprises américaines, elles ont pas cette culture de la précaution, de la prudence. À l'inverse, les entreprises japonaises, elles ont cette précaution, cette prudence. Le souci numéro 1 d'un entrepreneur japonais, c'est de léguer son entreprise à ses descendants
ou à quelqu'un d'autre, mais il y a cet ancrage culturel de la résilience. Et ça s'expliquait, c'était très bien expliqué dans l'article par le contexte géographique du Japon, le fait qu'il y a des typhons, il y a des tremblements de terre, c'est une île, le Japon, enfin c'est même plusieurs îles, et donc il y a un risque naturel qui justifie cette précaution et cette prudence. Moi, je trouve ça magnifique, en tout cas, comme vision entrepreneuriale, le fait de durer. Comment t'as fait pour passer de cette fameuse étape où il y avait 50 000 € de chiffre d'affaires en 4 ans, où t'as dû retourner vivre chez ta maman? D'ailleurs, merci pour ce partage honnête. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que moi aussi, quand j'ai monté ma boîte, je suis repartie vivre chez mes parents. Ça fait du bien qu'on en parle et qu'on n'ait pas honte, tu vois, de se dire qu'il y a des déboires financiers parfois. Dans le même lit dans lequel j'avais grandi, le même qui était devenu trop petit d'ailleurs. Ta chambre d'adolescent, quoi. Même d'enfant, et je me souviens que mes pieds sortaient du lit et c'était assez pénible. Et donc, comment t'es passé de cette étape-là à aujourd'hui Scale Live Mentor avec une entreprise florissante, quoi, en fait? Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais il y en a eu plein, mais je peux résumer avec 3 étapes. Donc, la première, on est en février 2016 et je passe par mon premier burn-out d'entrepreneur. On va en parler de ça aussi, d'ailleurs. Ça, c'était donc 4 ans et demi après le lancement de l'entreprise. Et là, je réalise que la mission de l'époque de l'entreprise n'est pas du tout alignée avec qui je suis. Et à l'époque, Live Mentor, c'est un site de petites annonces d'une certaine manière où on peut trouver des profs sur tous les sujets. Et moi, je me rends compte que s'il y a bien une chose que je fais depuis que je suis majeur, en fait, c'est donner des cours, c'est de construire des pédagogies. Et donc, je décide de changer de modèle et de recréer un service, une nouvelle proposition autour de une seule formation pour commencer, que je vais créer moi-même de A à Z. Je vais me remettre en mode artisan et je vais faire au final ce que je sais faire le mieux, à savoir enseigner, transmettre, former, alors qu'à l'époque, je me répétais tout le temps qu'il fallait que je m'occupe des finances de l'entreprise, ou que je m'occupe de la communication, ou que je m'occupe du développement du site internet. J'avais même appris à coder. Et en fait, ça ne servait à rien, ça servait absolument à rien. C'était pas du tout en plus ma force. Ma force, c'était la pédagogie. Et donc, premier virage, voilà, ce changement d'activité. Deuxième virage, fin 2017, début 2018, je m'associe avec celle qui est aujourd'hui la directrice générale de Live Mentor, donc Anaïs Préto. Anaïs, on était amis, je la connaissais depuis plusieurs années. Et cette association, elle a tout changé pour nous, parce que déjà Anaïs est extrêmement talentueuse, elle a apporté énormément de compétences à l'entreprise, mais surtout, il a commencé à se mettre en place entre nous la plus belle chose qui peut se passer dans un duo d'associés, savoir du soutien mutuel, de l'émulation mutuelle et la capacité à se découvrir grâce à l'autre. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que Anaïs m'a aidé à mieux me connaître, à mieux comprendre mes forces, à piloter l'entreprise différemment, et je crois aussi pouvoir dire que je l'ai aidé à faire la même chose en retour. Et au début, c'est des apprentissages qui ne disent pas leur nom, mais on s'est fait accompagner par des coachs régulièrement, et à chaque fois, ça nous a permis de mieux nous connaître et de mieux nous épauler dans cette aventure d'associés. Ça n'a pas tous les jours été facile, on a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de crises, surtout au début. Mais on a tenu bon, et c'est vraiment je pense, évidemment un élément décisif dans la transformation de Live Mentor, mais c'est surtout un élément qui, moi, me réjouit à titre personnel énormément. Et le troisième élément, ensuite, c'est l'équipe, hein. C'est vraiment d'avoir des personnes. On est une petite centaine aujourd'hui dans l'aventure Live Mentor. Et je pourrais citer toutes ces personnes-là, mais je pense notamment aux personnes qui sont là maintenant depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui se sont emparées de la culture, se sont emparées de la mission, se sont emparées de la vision, et la construisent indépendamment, en fait, de manière très organique. Ça vit tout seul. Et là, on vient de faire notre séminaire annuel, on était tous au ski.
Et on a fait la fête, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, la fête, c'est devenu un élément super important chez Live Mentor. Genre, on adore faire la fête. Et je pense qu'on l'a fait bien, en plus. Tu t'es même un peu abîmé la cheville, je crois, non, en dansant? Ah ouais, en plus, je donne tout, mais je pense que c'est ce qui est assez beau quand tu es une entreprise de développement personnel, c'est que tu ouvres un espace pour que chaque personne de ton équipe aille aussi chercher son propre développement personnel et se sente la possibilité de s'exprimer pleinement dans le cadre de l'entreprise. Ouais, les coordonnées bien chaussées, quoi, en fait. Oui, avec aussi tous les effets miroirs et toutes les contraintes culturelles d'être une entreprise qui ouvre cet espace. Il y en a plein, mais on reviendra pas en arrière en tout cas. Parce que dans ton livre, tu dis que pour chaque personne qui devient indépendante, il y en a 10 qui ne sautent pas le pas. Et tu donnes donc ces fameux 12 grands conseils. Là, j'ai noté dans ce que tu viens de dire, se recentrer sur son cœur de compétences, bien choisir son association, se faire accompagner pour grandir, notamment par des experts, des professionnels, et également l'équipe de qui on s'entoure. Est-ce que tu verrais d'autres grands conseils comme ça là que tu aimerais bien repartager pour nos auditeurs? Ouais, je peux en parler parce que c'est d'actualité dans ce qu'on fait en ce moment. Depuis 2016, on se rend compte chaque année que plus l'entrepreneur se connaît, plus il ou elle va être efficace. Donc c'est pour ça que là, en janvier, on va sortir une formation avec le philosophe français Fabrice Midal, qui a notamment publié le livre Foutez-vous la paix, qui a publié un super livre sur l'hypersensibilité. Je vais pas faire toute sa bibliographie parce qu'elle est immense, mais on publie une formation intitulée Les 5 portes des entrepreneurs, qui est inspirée de son dernier livre, Les 5 portes, qui est un test de personnalité, mais qui moi m'a bouleversé, que j'ai trouvé beaucoup plus agile que d'autres que j'ai pu tester dans le passé, et qui permet, je trouve, d'avoir une grille de lecture assez fine sur comment je me familiarise avec qui je suis, comment je vais explorer différentes identités. Et j'ai proposé à Fabrice une sorte de traduction de ce livre aux contraintes spécifiques des entrepreneurs. Et je suis super content qu'on ait monté ce projet ensemble. Et voilà, pour moi, c'est le message que je peux transmettre aujourd'hui. Et si on revient rapidement sur, tu as parlé d'Anaïs, ton associée, comment vous vous êtes mutuellement choisis et trouvés? Alors Anaïs, elle a rejoint l'entreprise en tant qu'employée. Ça a commencé comme ça. Mais ça faisait plusieurs années que je lui demandais des conseils sur le quotidien de Live Mentor. En fait, ça fait plusieurs années que je l'utilisais comme une sorte de conseillère non rémunérée d'ailleurs, de l'ombre, une conseillère de l'ombre. Et puis, la chronologie est floue, mais quelques semaines après son arrivée en tant qu'employée, on a eu une discussion. En fait, très très vite, il est apparu assez évident qu'elle s'impliquait comme une associée. Et puis, on en a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je crois qu'au final, ça s'est fait 6 mois après son arrivée dans l'entreprise. 6 mois après, on a fait l'opération juridique pour entériner sa transition de employé à associé. Mais c'était comme une évidence, quoi. Parce que l'association, c'est souvent, pour les entrepreneurs, un moment charnière, complexe, qui peut mener à des conflits. Et tu parlais même toi-même tout à l'heure, honnêtement, des crises que vous avez passées, etc. Comment tu fais dans ces moments-là pour savoir que c'est quand même la bonne personne, et comment tu passes outre, et pour mieux travailler ensemble? Non, c'est un sujet incroyable, la relation d'associé. Vraiment, pour la première chose, c'est lire des ressources sur le sujet, se faire accompagner. Ça, c'est vraiment les essentiels. C'est comprendre que à partir du moment où on a un ou une associée, cette relation-là, ou ces relations, si on en a plusieurs, ça devient la chose la plus importante de l'entreprise, parce que des associés qui s'engueulent, c'est toute l'entreprise qui s'écroule. Plus personne ne sait quoi faire, plus tout le monde le sent, tout le monde le voit. Je crois vraiment à cette énergie invisible entre 2, 3 associés. Si elle est positive, ça rejaillit sur toute l'équipe. Si on sent qu'elle est crispée, tendue, pleine de non-dits, tout le monde le sent également. Et une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je ressens quand j'y pense, quand je réfléchis à la relation que j'ai avec Anaïs, je pense qu'il y a admiration, respect, amour, et que c'est 3
critère pour avoir une magnifique relation d'associé. Il faut admirer l'autre, c'est-à-dire voir en cette personne des compétences qu'on trouve fantastiques, des compétences, des hard skills ou des soft skills, mais de voir vraiment une manière de faire les choses, une manière de voir le monde où on se dit c'est vraiment tellement différent de ce que je sais faire, de comment je fais les choses, c'est magnifique. Et typiquement pour moi, c'est la capacité qu'a Anaïs à prendre un sujet super complexe, le creuser à fond et le synthétiser avec vraiment une capacité de synthèse, une synthèse très élégante avec le choix des bons mots. Là où moi j'ai tendance à être dans un ressenti, dans une approche où je ressens les choses plus que je ne les réfléchis, plus que je ne les pense. Ensuite, donc le respect, donc à savoir respecter les choix de mon associé, comprendre que c'est un parcours extrêmement intense pour moi, mais pour lui ou elle aussi, et donc lui laisser son espace, lui laisser sa zone de folie, lui laisser ses démons aussi. C'est ça le vrai respect en fait, c'est accepter la part d'impondérable chez l'autre, c'est accepter la part qui nous énerve, c'est accepter la part d'ombre comme dit Jung. Et enfin l'amour qui est on a publié d'ailleurs un numéro d'Odyssée dessus, la place de l'amour dans l'entreprise, avec un grand entretien à Fabrice Midal. Ça pour moi c'est essentiel, c'est vraiment ce sentiment qui nous dépasse, où on veut le bien pour l'autre. Donc c'est essentiel dans une relation d'associé. Et tu penses qu'il y a un tabou autour de ça, justement, les relations, enfin l'amour en fait au travail, l'amour avec un grand A, tu vois, de genre c'est niaiseux, l'amour n'a pas sa place. C'est quoi ce tabou? En fait, c'est exactement ce dont on traite dans ce numéro du magazine, parce que on est parti du même point de départ que toi. C'est un sujet qui est totalement tabou parce qu'on a une conception erronée de l'amour. On oublie qu'il y a déjà chez les Grecs 3 formes d'amour, donc Eros, Agapé et l'amour philae. Je dis peut-être je le prononce peut-être mal, mais t'as cet amour vraiment de l'ordre de l'affection, de la camaraderie. Tu as l'éros qui est le désir érotique, la passion, et puis tu as l'amour universel. Donc déjà comprendre qu'il y a plein de formes d'amour différentes et ne pas avoir peur de l'exprimer. Et c'est vrai qu'on est dans une dérive complètement productiviste de l'entreprise, avec certaines boîtes qui ne tournent qu'autour des fonctions, des scorecards, des OKR, des objectifs, de la mesure de la performance, où on transforme l'humain dans une sorte de robot moderne. Et ça laisse très peu de place à l'amour. Et ça marche tant que les résultats économiques sont là. Dès que les résultats économiques sont plus là, ça explose complètement, et ça explique pourquoi il y a autant d'entreprises qui coulent à cause d'un désaccord entre associés. Et ça, moi qui suis mentor d'entrepreneurs et qui suis à la tête du premier organisme de formation de France sur cette population, les entrepreneurs, j'en vois passer tous les jours. Je crois que c'est une des premières raisons d'ailleurs. C'est une des premières raisons. Ouais. J'en vois passer tous les jours des entreprises qui finissent au tribunal de commerce à cause d'un désaccord entre associés. Et ce désaccord, il peut être soigné, il peut être traité à partir du moment où on y met la bonne intention. Et ça, par exemple, cette valeur de l'amour, comment est-ce que toi tu l'infuses, comment est-ce que vous l'infusez au sein de Live Mentor? Est-ce que c'est à travers, par exemple, des événements comme les séminaires? Est-ce que c'est, je sais pas, des formations sur la communication non violente? Je dis n'importe quoi, mais tu vois, concrètement. Alors, je parlais de la fête, qui est un beau sujet. Mais pour te donner, par exemple, le déroulement de notre séminaire, dans ce séminaire d'entreprise, on va pas parler du budget, on va pas parler des objectifs de l'année prochaine, on va pas parler de méthodes de travail comme les OKR. On va d'abord réunir les gens à la nature. Donc là, c'était la montagne, ça aurait pu être un lac, mais il faut d'abord penser au contexte. Et la nature déclenche immédiatement un sentiment d'amour qui est l'amour de la nature. C'est un sentiment complètement universel, ça fonctionne pour absolument tous les êtres humains, c'est magique. C'est recette garantie, validée au fil du temps. C'est dommage d'ailleurs que notre président Macron oublie un peu ça et fasse des allers-retours au Qatar.
en dépensant d'ailleurs, je sais pas si tu sais, l'équivalent de 53 années d'empreinte carbone d'un Français via les allers-retours qu'il vient de faire au Qatar. Mais bon, ça c'est le sujet d'un débat que je viens d'avoir sur LinkedIn. Donc d'abord la nature, on met tout le monde là-bas, c'est un bon élément, et puis ensuite on va se poser la question du lien entre les gens. Et donc on va, lors du premier repas, créer des tables de 4 personnes avec des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui sont pas dans les mêmes bureaux, parce qu'on a 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et sur ces tables de 4 personnes, on a mis des cartes. C'est des cartes issues d'un jeu de cartes publié par une boîte qui s'appelle School of Life à Londres. Et c'est un jeu de connexion. En fait, c'est un jeu qui permet de déclencher des conversations profondes, intimes. Je suis sûr que tu connais ça par cœur, avec des questions comme quel est mon plus grand défi, quelle est ma plus grande peur, à quel moment je me suis transformé au cours des dernières années. Et les réponses à ces questions-là déclenchent automatiquement une connexion forte. Et puis ensuite, on va avoir une super suggestion d'un membre de notre équipe, Godefroy, qui va proposer de nommer des anges. Donc on avait 4 anges qui étaient reconnaissables avec un petit pins sur leur pull. Et j'ai fait un discours d'introduction en lisant le texte rédigé par les anges qui ressemblaient à on arrive tous à un événement collectif avec notre bagage émotionnel, notre histoire, et pour certains c'est plus facile que pour d'autres, et certains peut-être se sentent à un moment gênés, ne savent pas quoi dire, ne savent pas vers qui se tourner. Si c'est le cas, vous avez les anges qui sont reconnaissables avec leur pins et vous pouvez aller leur parler, et eux ils se font comme mission de vous faire passer le meilleur moment possible, de vous intégrer dans le groupe. Donc déjà tu crées ces systèmes de prise en main. Et puis on a ensuite animé des ateliers un peu surprenants. Moi j'ai fait un atelier de scan corporel, qui est un atelier qui permet de sentir comment on se sent dans notre corps à un moment T, qui est un exercice qu'on peut faire tous les jours, enfin que moi en tout cas je fais tous les jours. J'aurais posé des exercices de souplesse en partant de constats simples qui sont que on est une entreprise, donc les gens y travaillent, et ce travail, on n'est pas à la mine, on descend pas à 200 mètres sous sol, mais on est potentiellement sur un ordinateur toute la journée, courbé, et c'est super important d'être conscient qu'il faut bouger son corps régulièrement, et qu'on peut le faire en travaillant debout, qu'on peut le faire en faisant des réunions en marchant, qu'on peut le faire avec des exercices de souplesse que j'ai montré. Et puis alors Godefroy, toujours lui, a ensuite fait une initiation à la sophrologie, et puis ensuite on allait faire la fête, et quand on fait la fête, on propose aux gens qui veulent de se déguiser, de se maquiller, et on a tout un tas de techniques, si je puis dire, pour que ce soit un moment où les gens se sentent vraiment super bien. Ça donne envie en tout cas de se faufiler dans votre prochain séminaire. Et tant qu'on est sur ces thématiques de bien-être, puisqu'il s'agit aussi de ça, de bien-être au travail, ouais. Tu as évoqué tout à l'heure un de tes burn-out, puisque tu en as fait 2. Et justement, tu as pris la parole à plusieurs reprises sur ces burn-out. Déjà, comment est-ce que tu as eu le courage d'en parler? Parce que ça aussi, c'est encore un peu tabou, même si la parole se libère pas mal. Et ensuite, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment j'ai eu le courage d'en parler? Moi, je crois que là-dessus, j'ai toujours communiqué assez naturellement. Je pense que Live Mentor m'a toujours donné l'espace pour en parler. Ça n'a jamais été un sujet tabou auprès d'Anaïs, auprès de membres de notre comité de direction. Si quelqu'un se sent mal, si quelqu'un va pas bien, on arrive à avoir une parole assez ouverte là-dessus. Et ce qui m'a aussi aidé à en parler publiquement, c'est que j'en ai d'abord parlé dans notre communauté privée d'entrepreneurs, à savoir la communauté des personnes que nous avons formées, qui sont aussi entrepreneurs. C'est dans ce groupe Facebook-là, ces personnes, on les réunit dans un groupe Facebook. C'est dans ce groupe Facebook que j'en avais parlé la première fois, parce que ce sont des personnes en qui j'ai confiance, ce sont des personnes que je considère comme mes pairs, et pas juste comme des personnes qui ont suivi nos formations. Et leur réaction et leur soutien m'a conforté dans l'idée d'aller en parler en dehors. Et puis ensuite, j'ai publié cette enquête sur les causes du burn-out chez les entrepreneurs. Il y a eu tellement de réponses, il y a eu un tel élan, avec 10 000 personnes qui ont répondu, que je me suis senti ensuite le porte-parole de cette communauté-là. Et ça m'a donné l'énergie pour écrire le livre Entreprendre et surtout être heureux. Quand tu dis ces causes du burn-out, est-ce que ce sont les fameuses 6 blessures dont tu parles, que je peux résumer ici? La peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété, l'obsession du détail
et le traumatisme de l'échec. Est-ce que ça, ce sont des éléments préventifs sur lesquels on peut travailler en amont ? Oui. En fait, tout est vraiment parti de cette enquête, de ce sondage où j'ai interrogé ces 10 000 entrepreneurs sur leur état émotionnel, leur situation, leur ressenti, et on a essayé de déterminer ensemble, voilà, ces signes annonciateurs. D'ailleurs, ils sont différents selon le stade de développement de l'entreprise. C'est ça qui était troublant quand j'ai commencé à analyser les résultats, c'est de me rendre compte que le cap où on commence à recruter quelques employés peut générer chez l'entrepreneur une obsession du détail. Parce qu'on a eu tellement l'habitude de développer la boîte seule au début, on a tout fait, on était au four et au moulin, et quand il commence à y avoir d'autres personnes autour, ce qui devrait être une libération est vécu comme une contrainte, comme une privation, comme une sorte d'entrée dans un espace privé qui était l'entreprise, et on supporte pas ça, et on veut vérifier chaque email qui est envoyé, chaque du micromanagement un peu, quoi. Et ça peut se traduire évidemment par du micromanagement qui fait souffrir les personnes qui ont été recrutées, mais dont l'entrepreneur souffre aussi lui-même. Et c'est là où après il y a des solutions qui existent, il y a tout un travail sur les différentes identités, il y a plein de moi j'ai vraiment essayé dans ce livre de me faire à la fois le porte-parole de la souffrance d'entrepreneur, mais aussi le porte-parole de tous ces outils qui existent. Certains remontent à l'Antiquité, d'autres sont beaucoup plus récents, mais il y a vraiment une quantité de thérapies, d'outils de coaching qui à disposition pour travailler à partir de ces signes annonciateurs et éviter le burn-out. Tu peux nous en citer quelques-uns de ces outils ? Par exemple, on parlait des 5 portes de Fabrice Midal, on pourrait mentionner aussi Processcom, on peut parler de tout ce qui existe comme test de personnalité pour mieux se connaître, on peut évoquer certaines philosophies comme le stoïcisme, on peut évoquer certains ouvrages autour de comme celui de Todd Herman qui s'appelle The Alter Ego Effect, autour de la notion d'identité. Comment est-ce qu'à un moment je perçois que je suis enfermé dans l'identité d'entrepreneur parce que j'ai tellement travaillé pendant plusieurs années que je me définis plus que comme ça. Je ne sais pas qui je suis à part le patron de mon entreprise. Je sais pas si je suis papa, je sais pas si je suis conjoint, je sais pas si je suis citoyenne, je sais pas si je suis sportive, etc. Et donc là, il y a des outils que propose Todd Herman qui sont passionnants, les outils d'avatar notamment. C'est-à-dire outils d'avatar ? En fait, l'idée est de créer un avatar autour d'une identité qu'on veut explorer. Et lui, il partage l'exemple célèbre de Beyoncé, parce que c'est un outil d'avatar qui est très utilisé par les artistes. David Bowie en avait plein, et Beyoncé l'a fait avec un avatar qu'elle a nommé Sasha Fierce. Elle a fait une chanson autour de cet avatar notamment. L'histoire de Beyoncé, c'est l'histoire d'une adolescence compliquée parce qu'elle vient d'un passé, enfin d'un démarrage en tant que chanteuse de gospel dans des églises, et puis elle veut commencer à chanter des chansons plus populaires en abordant des thèmes qui sont pas les thèmes abordés au sein d'une église, et ça la perturbait, et ce qui l'a aidé, c'est de créer cet avatar à qui elle a donné des attributs, des qualités, etc. Et moi, je trouve que cet outil est fantastique parce qu'il stimule notre créativité intellectuelle au bon endroit. Enfin, en tout cas, à un endroit différent. Là où on passe tellement de temps, on met tellement de charge mentale à se demander ce qu'on devrait faire pour notre entreprise, comment est-ce qu'on devrait la conduire, quel entrepreneur on devrait être, est-ce qu'on devrait être meilleur en prise de parole, en négociation, etc., etc. Et ben là, on fait le même travail, mais sur un autre pan de sa vie. Et donc, il y a un rééquilibrage très intéressant qui se fait à ce moment-là. Et c'est intéressant, effectivement. Après, et puis, évidemment, les thérapies, oui. La psychanalyse, le MDR, l'hypnose, il y en a plein. Après, il faut accepter de dédier du temps à toutes ces choses qu'on peut considérer comme non performantes, alors qu'en fait, elles le sont, in fine, j'imagine, puisqu'elles permettent complètement d'éviter de se cramer, voilà, le burn-out. Et pourquoi est-ce que ces prises de parole sur le burn-out, elles sont encore si rares ? Est-ce qu'il y a une idée de fragilité, de honte derrière ? Qu'est-ce qui se passe où on se dit si on fait un burn-out, c'est qu'en fait finalement on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas su se préserver ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est surprenant. Moi, je suis
vraiment tombé de ma chaise suite à la publication du livre quand j'ai vu le nombre de messages privés que je recevais de la part d'entrepreneurs parfois très célèbres, très médiatiques, et qui me disaient merci Alexandre pour le livre, je suis en plein dedans, je suis en train de passer dedans, ou alors je suis passé par le burn-out, et moi je leur répondais à chaque fois mais pourquoi ne pas en parler en fait? Je peux faire que des hypothèses. Je pense qu'il y a une première hypothèse sur la culture des médias, et c'est vrai que les médias ont tendance à traiter l'entrepreneuriat de manière très binaire. Soit on parle des levées de fonds, des licornes, des expansions, et on en parle vraiment beaucoup. Et il y a certains médias que je vais pas citer, mais qui ne parlent de l'entrepreneuriat que pour parler de ça, que à l'occasion d'une levée de fonds. Et de l'autre côté, on parle des faillites d'entreprises, on parle des délocalisations, on parle des licenciements. Et donc, il y a cette opposition où les créations d'entreprises, les démarrages, on n'en parle que sous l'angle des levées de fonds et des licornes. Et les entreprises historiques, on n'en parle que quand elles vont mal. Et c'est vrai qu'il manque de nuances de gris, je pense. Et à côté de ça c'est au niveau donc médiatique, et au niveau de la culture entrepreneuriale, elle est extrêmement influencée par cette on appelle la hustle culture en anglais, donc la culture de l'acharnement, avec des personnes comme Elon Musk qui vont raconter qu'ils prennent 2 jours de vacances par an, que ils ont passé Noël dans leur bureau, dans leur usine de Tesla, qu'ils sont allés au mariage de leur frère seulement une demi-heure en avion et qu'ils sont repartis une demi-heure après la cérémonie. Et ça je pense joue beaucoup dans le fait que la parole soit pas totalement libérée. J'ai l'impression que ça change quand même depuis 1 an. Moi j'ai publié mon livre et après près d'1 an, je trouve que ça change pas mal depuis. Et toi, tes burn-out, tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oui, tout complètement. En fait, moi, comme je le raconte dans le livre, le premier, c'était vraiment le fruit de 4-5 premières années sur Live Mentor, très difficile d'un point de vue économique, mais surtout d'un point de vue personnel, avec une déconnexion de plus en plus forte entre qui j'étais et ce que faisait l'entreprise, ou ma place plutôt dans l'entreprise. Et le deuxième burn-out qui est venu 2 ans après, l'entreprise cette fois fonctionnait, les résultats étaient au vert, mais j'étais tellement content que l'entreprise fonctionne que j'y mettais absolument toute mon énergie, tout mon temps, et j'avais délaissé tous les autres aspects de ma vie. Et ça, je l'ai payé cher en septembre 2018, où je me suis retrouvé dans une randonnée en Corse. Et le deuxième jour, mes genoux se sont bloqués, en fait, ont arrêté de fonctionner. Et sans que je puisse l'expliquer, j'étais pas tombé, je m'étais pas cogné, simplement 1 heure après le démarrage, sur une étape du GR20, hop, premier genou qui se bloque, et puis après 1 heure plus tard, deuxième genou qui se bloque. Et journée horrible où je finis en rampant, on arrive à 22h au refuge. C'est terrible. Là, j'ai eu une vraie crise d'angoisse vers 18-19h quand il faisait totalement nuit, on voyait plus rien. C'était vraiment un moment que j'oublierai jamais, quoi. J'ai senti à ce moment-là la perte de contrôle totale. Et heureusement, j'ai le père d'un ami qui était là et qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis le lendemain, je suis rapatrié. J'arrive à l'hôpital, ils me font des radios, ils me disent vous avez rien du tout. Et à l'époque, je connaissais pas du tout les thérapies alternatives, je connaissais pas l'acupuncture, je connaissais pas la sophrologie. J'arrivais pas à comprendre que c'était mon état émotionnel qui pouvait bloquer mon corps, une partie de mon corps, les genoux en l'occurrence. Et heureusement, j'ai été très bien entouré à ce moment-là par mon amoureuse, et qui m'a envoyé vers les bons spécialistes. Et là, j'ai pu comprendre en quelques semaines ce qui était en train de se passer et commencer petit à petit à faire des rééquilibrages dans ma vie. Donc j'ai connu en fait un burn-out dans une situation où la boîte marchait pas du tout, et un dans une situation où elle fonctionnait. Merci pour ce partage, et comme quoi finalement ça peut arriver à différentes étapes de la vie d'une entreprise, et que mais l'exemple malheureusement le plus funeste, c'est Tony Hsieh, qui était le fondateur de l'entreprise Zappos, qui vendait des chaussures, qui était racheté par Amazon, qui est un entrepreneur qui est devenu très célèbre pour avoir publié un livre qui s'appelait L'entreprise du bonheur, où il racontait à quel point
au sein de Zappos, le service client était super important, etc. Et qui est mort dans sa maison il y a 1 an, 2 ans, j'ai plus la date exacte en tête, dans des circonstances super troubles, et tous ses amis malheureusement ont témoigné sur le fait que malgré la vente de son entreprise à un prix complètement hallucinant qui lui permettait largement de plus travailler pour le reste de ses jours, il était dans un état de déprime super profond. Donc oui, le succès financier économique de l'entreprise n'est pas du tout une réponse, une garantie en tout cas, voilà, au risque de burn-out. Et j'aimerais bien te poser une question sur parce que Live Mentor est quand même beaucoup centré autour de l'accompagnement humain, et donc en parlant de ça, toi personnellement, quelles ont été les rencontres qui t'ont permis d'évoluer dans ton parcours professionnel? Qui t'a ouvert des portes? Beaucoup de personnes, mais la première c'est Anaïs, mon associé, ça évidemment. Et puis ensuite, je pense à quelqu'un qui s'appelle Kevan Nilforushan, qui a été mon premier mentor, qui a été un de mes premiers actionnaires, qui est quelqu'un qui a été d'une très belle patience avec moi, et qui m'a beaucoup aidé à une époque où on était assez seul, quoi, dans ce qu'on faisait. Il y avait pas beaucoup de personnes qui y croyaient, et le fait que Kevan y croit a été à certains moments d'une aide décisive. Et c'est pas quelqu'un avec qui tout a toujours été facile. On s'est pris la tête après plusieurs années après notre rencontre, mais je suis très content qu'aujourd'hui on ait réussi à retravailler la relation, et je pense qu'il s'est peut-être passé entre nous ce qui se passe souvent dans une relation très forte entre un mentor et un disciple, si on peut prendre ce terme, à savoir plein de biais, plein de jeux compliqués, surtout quand on se voit pas tous les jours, qu'on peut pas se parler tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui a été vraiment extrêmement utile, et qui est très très fort dans plein de domaines, qui est entrepreneur aujourd'hui à son tour avec une très belle boîte qui s'appelle Virgile, qui facilite l'investissement immobilier pour les gens qui sont refusés par les banques. Et lui a vraiment pendant plusieurs années été un vrai pilier sur lequel on pouvait s'appuyer. Il nous a beaucoup aidé à lever des fonds. Il m'a donné des codes d'un milieu que je connaissais pas, qui était le milieu de l'entrepreneuriat. Donc je pense à Kevan, je pense à une personne que qui m'a aidé via du coaching, qui s'appelle Anne Yannick, qui est une coach fantastique, qui a travaillé avec moi en direct. J'ai travaillé avec elle sur ma relation avec Anaïs. On a utilisé également Anne pour travailler sur notre comité de direction. Et puis ensuite, j'ai plein de noms qui me viennent, mais qui sont pas forcément liés à Live Mentor. Je pense à toutes les personnes qui m'ont aidé en dehors de Live Mentor, notamment des thérapeutes, des ostéopathes, des kinés. Je pense à ma prof de cirque. Moi, je pratique une discipline de cirque qui s'appelle les sangles aériennes, qui est pas très connue. Bon, toutes ces personnes, au final, c'est des sources d'énergie très fortes pour moi. Et je crois beaucoup au fait d'aller prendre des sources d'énergie en dehors de l'entreprise pour les intégrer ensuite. Ça, c'est super intéressant, effectivement, de s'entourer d'un cerveau collectif et des personnes qui apportent plein de choses différentes, et pas uniquement dans le pro. Ouais, okay. C'est une belle image, le cerveau collectif. Et quels sont tes futurs projets? Oulala. Oula. Moi, je suis hyper actif pour mon bonheur et mon malheur. Mais je me soigne, et mes projets, c'est d'abord de continuer à développer Live Mentor, de continuer d'en faire un très bel endroit pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, croire dans son projet et le transformer en quelque chose dont on peut vivre. J'ai vraiment envie qu'on continue de développer notre magazine Odyssée avec tous les 2 mois un nouveau numéro, un nouveau thème. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire autour de la transition écologique, et que les entrepreneurs veulent jouer un rôle mais qui savent pas forcément comment faire, et qu'on doit s'entourer des bons partenaires pour les aider là-dessus.
j'ai d'autres projets, mais c'est trop tôt pour en parler autour de Live Mentor. Je pense qu'on a acquis une expertise assez unique sur comment créer un organisme de formation et comment construire quelque chose autour d'une pédagogie, et que ça, on pourrait le développer dans plein de domaines différents. Et ça demande vraiment de trouver les bons associés, les bonnes personnes et des relations d'un niveau de confiance aussi fort que ce qui existe entre Anaïs et moi. Et puis à côté, j'ai des projets personnels, mais je sais pas si c'est le terrain de ce podcast. Bah, si aussi, hein. Continuer de travailler sur les sangles aériennes, sur mon agrès de cirque, ça compte, ça compte beaucoup pour moi, sans trop abîmer mes épaules. Essayer d'aider au mieux les différentes entreprises que je suis en tant que actionnaire / conseiller. Je pense à Mindology qui commercialise des huiles et des infusions de CBD. Je pense à Papa Outan qui est une pâte à tartiner qui veut sortir Nutella des rayons, qui contient tellement moins de sucre, pas d'huile de palme, qui est en partenariat avec une association qui est Reforest, qui permet de compenser tous les dégâts causés dans les forêts d'orang-outans. Voilà, donc d'avoir ce rôle-là qui me plaît, c'est déjà pas mal. Je te souhaite tout le meilleur avec ces beaux projets et merci encore pour ton temps ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.